Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo de résultats des Oscars 2018. Cette 90e cérémonie des Oscars s'est clôturée il y a quelques jours et nous allons revenir sur les vainqueurs et les perdants, et en particulier sur les prédictions que j'avais faites. Ma nouvelle méthode n'a pas forcément porté ses fruits. Puisque là où l'année dernière j'avais eu 8 bonnes prédictions sur 18 ou 19, un truc dans ce genre là, j'en ai eu 6 sur 20 cette année. Donc j'ai rajouté une catégorie, j'ai eu un truc de perdu en plus. Mais à vrai dire, je vais repasser des petits moments de la vidéo d'avant, vous allez voir, si je m'étais vraiment écouté jusqu'au bout, j'aurais eu plus de statuettes que ce que j'ai là, ce qui m'a un petit peu énervé, mais grosso modo je suis pas très énervé par la plupart des prix qui ont été remis cette année, à quelques exceptions près, que nous allons passer en revue à partir de maintenant. Nous allons donc refaire la liste dans l'ordre dans laquelle je l'ai fait dans la dernière vidéo. Et nous allons commencer dès maintenant avec meilleur scénario original. Était en compétition The Big Sick, Get Out, Lady Bird, The Shape of Water et 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Mon favori était Get Out, que je pensais voir perdre face à 3 Billboards, puisque je n'avais pas 3 Billboards. Et c'est Get Out qui a gagné, et je suis super content, putain, c'était le film de cette liste, de cette sélection qui méritait de gagner quelque chose, c'était mon chouchou pour toutes les catégories. Malheureusement, il n'aura pas eu cette chance ailleurs, mais que Jordan Peele ait été récompensé pour le scénario qu'il a écrit pour Get Out, c'est parfait. Vraiment, je n'y croyais pas, c'est même la preuve, je n'y croyais pas dans mes prédictions. Pour les gens qui me disent « Oh, je vois vraiment pas ce qu'il y a de si original dans Get Out ou dans Black Panther par exemple », c'est le point de vue qui est original, comme dans chaque histoire que vous avez vue de votre vie. Vous avez l'air de découvrir d'un coup avec ces films-là que ce qui change d'un film à l'autre, c'est le point de vue et pas le scénario. Vous avez en gros 5 ou 6 schémas de scénario de base qui servent à peu près toutes les histoires de l'humanité. D'accord? Vous avez des personnages qui doivent être en quête d'eux-mêmes, des personnages qui doivent être en quête de savoir, des personnages qui doivent aider les autres, des personnages qui doivent trouver l'amour, des personnages qui doivent... Vous avez 5 ou 7 histoires de base à raconter dans le monde. Ce qui change, ça va être le point de vue. Qui le raconte, comment on le raconte et pourquoi on le raconte. C'est ça qui change d'un film à l'autre et c'est sur ça que vous devez vous concentrer. Et sur Get Out et Black Panther, vous avez enfin des points de vue qu'on n'avait jamais vus. Black Panther, j'en parlerai pas parce que c'est pas le sujet des Oscars. Mais Get Out, c'est la première fois qu'on avait un film d'horreur qui tourne autour des problèmes de racisme latent. Même pas uniquement du racisme, mais du racisme purement, vraiment du vrai racisme crié et clamé par des gens du Ku Klux Klan ou des trucs dans ce genre-là. Juste du racisme latent. C'est les raccourcis qu'on fait facilement, etc., etc. Même quand on pense que c'est positif, enfin vraiment, cette façon de traiter les choses n'avait jamais été faite et c'est normal, logique et naturel et mérité de récompenser Jordan Peele pour Get Out. Je ne peux pas en dire autant de l'Oscar du meilleur scénario adapté, était en sélection Call Me By Your Name, The Disaster Artist, Logan, Molly's Game et Mudbound. N'importe quelle personne saine d'esprit et qui aime le cinéma dirait que c'est Mudbound qui doit remporter le prix de la meilleure adaptation, parce que ce scénario est extrêmement bien ficelé et il y a énormément de scènes, il y a énormément de choses à montrer. On pourrait dire Aaron Sorkin pour Molly's Game, après tout ce serait l'habitude. Ils ont filé l'Oscar du meilleur scénario adapté à Call Me By Your Name. Le film... Donc des gens m'ont dit dans les commentaires « Mais c'est normal que t'aies pas compris le film, il faudrait que tu lises le bouquin ». Parce que j'ai même quelqu'un qui m'a dit à un moment « 70% du film, tu peux le comprendre que si t'as lu le bouquin ». Et t'as envie de dire « Il faut lire le bouquin pour comprendre 70% du film ». Et effectivement, enfin, vous regardez ce film, il y a des trucs, enfin, j'en ai pas parlé en détail, mais il y a des trucs qui sont en plus incompréhensibles dans ce film. Je veux dire, pourquoi Elio fait la gueule le lendemain de sa première fois ? Il a enfin eu le truc qu'il voulait, il a enfin eu exactement ce que son corps et son esprit désiraient. Le lendemain, il fait la gueule. Et tu sais pas pourquoi? Parce que l'autre lui a légèrement léchouillé le bout de la quéquette. D'un seul coup, le mec sourit et fait « Ah, c'est bon, je peux encore te faire bander, etc. » Et il s'en va et le truc s'arrête. Tu fais « Quoi? Mais qu'est-ce qu'il a essayé de nous faire croire, là? Qu'est-ce qu'il a essayé de nous faire dire? Il a essayé de se la jouer snob parce qu'il s'était fait dépuceler, donc c'était plus important, le sexe. Tu comprends plus à quoi ça sert. Et il y a tellement de choses dont tu comprends pas à quoi elles servent dans ce film. Enfin... Pourquoi est-ce qu'il dit quand Oliver arrive, l'arnaqueur ou un truc dans ce genre-là, je m'étais dit ça va revenir à un moment dans le film où ça ne revient à aucun moment. Pourquoi est-ce qu'il aurait déjà un a priori sur lui, une façon de le voir? Au passage, vous êtes au courant d'ailleurs de la différence d'âge qu'il est censé y avoir entre Elio et Oliver? Il doit même pas y avoir 5 ans. Je vous rappelle le casting, Timothée Chalamet, Armie Hammer. Armie Hammer, le personnage d'Oliver, est censé avoir 24 ans dans le film. Il a l'air d'en avoir 10 de plus. Donc évidemment que c'est très mal géré au niveau de l'histoire et que c'est mal abordé et qu'on n'en parle pas. Enfin, c'est déjà
le personnage n'a pas l'âge qu'il est censé avoir, et tu comprends pas à quoi ce mec sert, enfin je veux dire vraiment, l'assistant du père d'Elio, mais à quoi il sert? Pourquoi est-ce qu'il est là, quoi? Je veux dire, ouais, ok, c'est un interne, il est là pour apprendre un truc, ou quelque chose dans ce genre-là, je sais pas, mais franchement, enfin, tu t'arrives pas à comprendre ce que ce mec fait dans le film, en fait, et pourquoi est-ce qu'il est là? Ce film est à la romance homosexuelle, ce que 50 Shades of Grey est à la romance BDSM. D'accord? Comme ça c'est dit, c'est clair. L'homosexualité est niée dans ce film. Et il y a des gens qui vont me dire, mais justement, tu te trompes, le sujet c'est ni la sexualité, ni l'homosexualité. T'as envie de leur répondre, mais non, non, justement, c'est pas moi qui me trompe, c'est vous qui vous fourvoyez, quoi. On vous a écrémé tout ce qui était légèrement borderline et un petit peu trop cru et un petit peu trop direct, mais uniquement du côté homosexuel, dans le film. Et on a continué à travailler le truc sexuel parce que, excusez-moi, pourquoi vous croyez que les mecs sont torse nu pendant tout le film, quoi? Vous avez pas vu la bande-annonce de Honest Trailer? Honest Trailer a fait... Le film se déroule pendant la pénurie de t-shirts d'Italie en 1980 et tu fais, oui, enfin... Pourquoi vous croyez qu'ils sont à poil, bordel de merde, pendant tout le film, ou à moitié à poil? Évidemment que c'est pour exciter le spectateur homosexuel, ou le mec qui est attiré par les mecs, en tout cas les filles qui sont attirées par les mecs, parce que choisir Timothée Chalamet et Armie Hammer aussi, c'est pour ça, hein, les filles sont très attirées par les romances homosexuelles. Et là, du coup, t'en fais une bien lisse et bien cool, où ils parlent absolument pas de leur sexualité, bien qu'ils parlent de sexualité en général, que le mec se tape une pêche et une meuf, et le truc nie l'homosexualité, et vous avez pas à choisir que ce soit le sujet du film ou pas, c'est le sujet du film. C'est une romance homosexuelle. Vous ne pouvez pas parler de cette romance sans parler et sans montrer le côté homosexuel. Vous pouvez pas faire un film qui passe son temps à mettre des mecs à poil, qui leur a tellement... J'avais mis ça vite fait en texte. Il les filme tout le temps avec les jambes écartées et en essayant de se rapprocher du milieu du short pour qu'on puisse essayer d'avoir la vue juste entre l'entrebâillement du short. Il a tellement fait ça pendant tout le film, et donc il fait ça pour nous exciter sexuellement, qu'il a fini par filmer une couille d'Armie Hammer qui dépassait du short et qu'il a fallu la gommer numériquement. Donc le mec a été quand même jusque là pour filmer des trucs sexuels, et au moment où t'as la première scène de cul, le mec filme un peu plié par la fenêtre. Enfin, excusez-moi, mais si ça c'est pas de nier son sujet de base, enfin je sais pas ce que c'est que de nier son sujet, quoi. Et ça c'est le meilleur film adapté, ça c'est le meilleur scénario adapté. Un truc qui est incompréhensible si t'as pas lu le bouquin, où les personnages réagissent n'importe comment et où t'as supprimé le sujet de base de ton histoire. Bah... Bravo, 3 statuettes s'il faut même. Et vous savez quoi, le pire c'est qu'apparemment ils ont décidé d'en faire des suites. Donc ça va être Call Me By Your Surname, et en plus ensuite ça va être Call Me By Your Pseudonyme, et ensuite ça va être Call Me par tout ce que tu veux. Putain de merde quoi, vous avez nié le sujet de l'histoire, c'est pas possible quand même. Et le truc que je trouve le plus absurde en termes de scénario, je vais m'arrêter avec ça, c'est... Je veux bien hein, qu'on fasse une histoire où il n'y a pas d'obstacle réel à la relation entre les personnages homosexuels. Je sais que c'est très courant dans l'histoire homosexuelle, au passage c'est courant parce que ça arrive très souvent, mais d'accord, c'est très bien que pour une fois ça se passe bien et que les parents soient ouverts d'esprit, tolérants, etc. Il y a une différence entre être tolérant et dire à sa femme quand on va se coucher le soir, dis donc chérie, qu'est-ce que tu penses de ce John Oliver qu'on a pris là en stage? Il est vachement bien, hein. Qu'est-ce que tu dirais? Je me disais, il pourrait éclater le cul d'Elio, non? Ça pourrait être pas mal. Tu sais quoi, je vais leur montrer plein de vignettes et de diapositives avec des pédérastes gréco-romains et des machins, et je vais essayer de les encourager à s'enculer les uns autres. Enfin, c'est aberrant quand même, merde! Je veux dire, oui d'accord, c'est très bien d'avoir un père qui fait ça, mais enfin, il y a un extrême à l'autre, quoi, quand même, putain, c'est... Et oui, d'accord, le discours à la fin est super sympa, et super mignon, et super tout ce que vous voulez, mais il est pas crédible 2 secondes, et c'est le problème, c'est pour ça que je vous dis que c'est 50 Shades of Grey niveau BDSM, c'est que je veux bien que du coup ça soit une histoire qui se passe mieux que la plupart qu'on a, mais du coup elle est plus crédible du tout non plus aussi, quoi. Et elle se détourne tellement de son sujet de base que tu sais même plus pourquoi est-ce qu'on te la raconte cette histoire, vu qu'on veut même pas te raconter les moments qui sont censés t'intéresser dans l'histoire. Bref, meilleur scénario adapté pour Call Me By Your Name, là pour le coup j'ai un peu pété un câble, quoi. J'étais non devant la télévision. Ensuite, meilleurs effets visuels, était nommé Blade Runner 2049, Guardians of the Galaxy Volume 2, Kong Skull Island, Star Wars The Last Jedi et War for the Planet of the Apes. Je souhaitais voir gagner War for the Planet of the Apes, et j'avais dit qu'il y avait quand même quelques trucs intéressants dans Blade Runner 2049, mais que ça se limitait grosso modo à des paysages, et des villes, et des reconstitutions de villes, et qu'on avait quand même déjà fait ça. Il y a 2 séquences qui font des trucs un peu plus élaborés, il y a la séquence de l'hologramme avec Joy, mais alors, enfin, c'est vraiment pas extraordinaire, quoi, c'est juste mélanger 2 corps humains l'un avec l'autre, enfin, c'est juste des calques de transparence à la limite, enfin, bref, je trouve pas que ce soit un effet génialissime. Et la deuxième séquence, c'est le rajeunissement d'un acteur, ou en tout cas mettre un acteur, reconstituer un acteur en image virtuelle, pour le mettre sur le visage d'un acteur réel, pour le rôle de Rachel, le personnage de Rachel, dont l'actrice a un petit peu changé de visage, et donc du coup ils ont voulu la reprendre vraiment telle qu'elle était à l'époque, pour qu'on puisse avoir l'idée que c'est un vrai clone, quoi. Le truc qui me surprend, c'est que c'était aussi le cas dans Rogue One, et que dans Rogue One on lui a pas donné sa statuette, alors qu'en plus c'était un film Disney et que lui pour le coup le méritait.
et que là, comme on le fait pendant 10 secondes, c'est forcément plus facile de le faire mieux que dans Rogue One, parce que dans Rogue One, effectivement, c'était pas toujours crédible dans tous les plans, mais en même temps, dans Rogue One, le personnage était présent pendant 5-10 minutes de film. Dans Blade Runner, le personnage, il est là pendant 10 secondes à l'écran, littéralement. Hein. Mais effectivement, Blade Runner méritait pas mal sa statuette, et a reçu sa statuette, ce qui était ma prédiction. Donc voilà, en ce qui concerne les effets visuels, l'Oscar pour Blade Runner 2049 n'est pas volé. Reste que j'aurais quand même trouvé que la planète des singes le méritait plus. Ensuite, passons, et en mélangeant les deux, à Sound Mixing et Sound Editing. Donc, Sound Mixing, c'est le volume, mais pas seulement le volume de base, parce que il y a des mecs qui doivent s'y connaître, je suppose, en son, qui sont venus me voir et qui me font « Non, c'est pas juste le volume, c'est aussi la spatialisation. » Si je parle de volume, je parle de volume dans tous les canaux, y compris les canaux arrière et droite et gauche, etc. Donc oui, c'est de la spatialisation et du volume, d'accord, très bien, mais c'est principalement du volume. Et Sound Editing, donc, qui est grosso modo le design sonore. J'ai fait 2 remises de prix différentes pour ces deux catégories, qui pourtant avaient les mêmes films en sélection. Il y avait Baby Driver, Blade Runner 2049, Dunkerque, The Shape of Water et Star Wars The Last Jedi. Je pensais que le mixing reviendrait à Dunkerque et que le editing reviendrait à Blade Runner, parce que je trouve que vraiment la création de son pour Blade Runner est assez bluffante et qu'il y a des sons qui sont incroyables dans ce film. Ce sera à retenir pour la prochaine fois, quand un film gagne le sound quelque chose, il gagne obligatoirement le sound autre chose. C'est-à-dire que s'il y en a un qui gagne mixing, il gagne aussi editing, s'il a gagné editing, il gagnera mixing. Moi j'ai séparé les deux films, je n'aurais pas dû. Donc je n'ai qu'une des deux statuettes que j'ai correctement attribuée à Dunkerque, qui a gagné les deux statuettes. Et je pensais vraiment que Blade Runner aurait la statuette pour le sound design, mais non, du coup Dunkerque l'a eu aussi. Ce que j'ai du mal à comprendre. Le sound mixing, j'arrive à voir pour Dunkerque, effectivement, il y avait des sons qui venaient de partout, et puis en plus il y a du Dolby Atmos, etc. Ouais, d'accord, au niveau spatialisation mixage, il peut y avoir des trucs intéressants dans Dunkerque. Mais au niveau de la création sonore, Dunkerque, c'est juste reproduire des sons qui existent déjà en fait. Donc c'est les enregistrer, ou trouver des sons enregistrés qui y ressemblent, ou modifier des sons pour que ça y ressemble, mais c'est quand même pas extraordinaire. Le truc le plus travaillé que j'ai entendu, c'est qu'apparemment ils font une distinction entre le moment de l'explosion lui-même et le moment de l'onde de choc au niveau du son. Waouh, extraordinaire, bravo, statuette, etc. Enfin, vraiment, au niveau de Dunkerque, je trouve qu'il le mérite absolument pas au niveau du sound editing. Donc, mais je suis pas énervé non plus. Je reconnais qu'il y a un travail sur Dunkerque, je peux pas te dire qu'il n'y a pas de travail sur Dunkerque, mais pour moi c'est pas celui-là qui valait une statuette, quoi. Maintenant, il faut que Christopher Nolan en ait à chaque truc, donc très bien, il les a eu, tant mieux pour lui. Meilleure musique et meilleure chanson étaient sélectionnés pour la meilleure musique originale, Dunkerque, Phantom Thread, The Shape of Water, Star Wars The Last Jedi et Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Faut dire que le titre est compliqué. Je pensais que Dunkerque aurait cette statuette, j'aurais souhaité que Three Billboards l'ait, aussi surprenant que ça puisse paraître, parce que la musique était très marquante dans Three Billboards, et au final c'est The Shape of Water qui a reçu la statuette, c'est-à-dire Alexandre Desplat, pour nous avoir encore une fois sorti une soupe dont t'as même pas l'impression qu'elle est diffusée pendant le film. Enfin vraiment, je vois un film avec une bande-son d'Alexandre Desplat, j'ai l'impression de voir un film sans bande-son. Je suis désolé, mais ce mec est une catastrophe en termes de bande-son. Il a 2-3 bandes-son qui, genre, une fois tous les 4 ou 5 ans, il sort un truc qui est à peu près sympa au niveau de la composition. Je retiens notamment la bande-son qu'il a fait pour Ghostwriter, qui était vraiment très très bonne. Ce mec, c'est de la sous-composition, quoi. D'ailleurs, c'est une pratique dans la musique hollywoodienne, ça s'appelle le underscoring, qui est vraiment fait pour mettre de la musique qui s'entend presque pas, mais vraiment, pour moi, c'est cette catégorie, enfin, ce style de musique, le underscoring, a été créé pour Alexandre Desplat. Je ne comprends pas comment ce mec peut avoir des prix, c'est sa 2e statuette. C'est aberrant. Ce mec n'a pas de talent ou pas de charme dans son talent, je crois. Parce que si c'est du talent quand même pour faire ce qu'il faut, il n'y a pas de charme, quoi. Il n'y a pas de truc qui te marque, c'est presque robotique ou mécanique. Enfin, c'est tellement discret. Ah, ça m'énerve qu'il ait gagné un truc comme ça. C'est insipide. Meilleure chanson originale. L'une des séquences que vous avez beaucoup aimé dans la dernière vidéo d'ailleurs, et j'ai plusieurs idées qui sont en lien avec ce genre de choses, donc ça va peut-être revenir, ce que j'ai fait avec pas forcément au niveau de la musique, mais ça va peut-être revenir, ce genre de choses. Mais donc, était en compétition Mighty River pour Mudbound, Mystery of Love de Call Me By Your Name, Remember Me pour Coco, Stand Up For Something pour Marshall et This Is Me pour The Greatest Showman. Et c'est Coco qui a gagné. C'est cette soupe qui a gagné l'Oscar de la meilleure chanson. Dans un mois, vous aurez oublié cette chanson, je vous le garantis. Peut-être 1 mois et demi, 2 mois, mais... Autant Let It Go, je comprends, quoi, ça reste en tête, il y a un truc, c'était... Remember Me, franchement,
C'est amusant d'ailleurs, la chanson qui s'appelle Laisse partir, on la retient, mais celle qui s'appelle Souviens-toi de moi, on va l'oublier. À coup sûr, quoi. Puis alors, vous avez vu le live, parce que du coup, moi dans ma vidéo, j'avais fait le truc où j'écoutais la chanson, la version live, et la version acoustique, enfin la version acoustique et la version studio, et ils ont foutu les deux, mais alors du coup, la version live... Remember me, though I have to say goodbye. For even if I'm far away, I sing a secret song to you each night we are apart. Enfin, je suis désolé, je comprends pas, quoi. Il y a aucune logique. C'était évidemment Mighty River qui était la meilleure chanson de ce truc-là, quoi. Enfin, ça n'a aucun sens que ce soit Coco qui remporte la meilleure chanson originale. Pitié, quoi. Alors au passage, j'ai rattrapé Marshall, qui est un très bon film, un drame judiciaire sur un procès d'un homme noir accusé par une femme blanche d'avoir été de l'avoir violé, et qui est défendu par l'avocat du NAACP. Et The Greatest Showman, que beaucoup de gens m'ont reproché de ne pas avoir vu, je l'ai rattrapé du coup, et j'ai vomi devant le film. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse au niveau des effets spéciaux, déjà, en particulier, parce que, enfin, vraiment, j'ai rarement vu des effets spéciaux aussi ratés et aussi ignobles dans un film récent. Tous ceux qui m'ont fait des commentaires sur Black Panther, je vous encourage à aller regarder The Greatest Showman, vous allez voir ce que c'est que des effets spéciaux ratés, quoi. Putain de merde. Le truc est ultra lisse, puant de super facilité et de faux, et je comprends pas où est-ce que vous avez vu le message de l'ouverture à la tolérance, etc. Les gars qui sont déformés et machin, on les voit 3 fois dans le film, quoi. On les voit pour 3 scènes, peut-être 3 chansons justement, dont celle où ils sont en train de faire This Is Me, alors qu'on ne les a jamais vus du film, qu'ils n'ont aucune histoire personnelle, qu'ils n'ont aucun développement, qu'ils n'ont rien du tout. Il y a des gens qui ont essayé de me faire croire que ce film essaie de développer la tolérance ou quoi que ce soit. Enfin, ce mec est un connard. Enfin, depuis le début de l'histoire, ce mec est un connard, il est con avec tout le monde, il trahit les gens, il les aide pas, il se casse, il abandonne sa famille, sa femme, je comprends pas ce que vous avez trouvé à ce film, putain. Bref. Passons au suivant. Dans l'Oscar du meilleur production design, donc meilleur décor, était nommé Beauty and the Beast, Blade Runner 2049, Darkest Hour, Dunkerque et The Shape of Water. Je pensais que Blade Runner 2049 allait gagner mon prix personnel et le prix de l'Oscar, et c'est The Shape of Water qui a gagné. The Shape of Water qui est celui que j'avais mal... Enfin, j'ai vraiment mal évalué l'impact de ce film, mais... C'est pas que c'est un mauvais film, parce qu'il y a des gens qui sont persuadés que je suis en train de dire que The Shape of Water est une grosse merde, parce que j'ai dit que Guillermo del Toro méritait pas de gagner l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur. C'est pas que c'est une grosse merde, c'est que dans la compétition avec ce qu'il y a en face, et par rapport aux autres films de Guillermo del Toro et les autres films de del Toro qui ont été nommés, c'est pas The Shape of Water qui mérite de remporter quoi que ce soit, quoi, et en particulier sur les décors. Enfin, je suis désolé, enfin, ces décors sont complètement oubliables et passables, et vous avez tous oublié. L'une des raisons étant que vous les avez déjà vus dans les films de Jean-Pierre Jeunet. C'est quand même marrant, c'est la première fois que Guillermo del Toro gagne autant d'Oscars, et c'est la première fois qu'il y a autant d'accusations de plagiat et sur un de ses films. Il y a le scénario qui a été accusé d'être plagié par 2 personnes au minimum, et il y a le style du film qui a été accusé d'être plagié par Jean-Pierre Jeunet, qui n'a pas poussé le vice jusqu'à porter plainte officiellement, mais qui a dit quand même, là mec, si tu t'es un peu inspiré, tu t'es un peu beaucoup trop inspiré, quoi. T'as été un peu loin quand même à ce niveau-là. Et c'est lui qui gagne les meilleurs décors. Mais cela dit, si vous écoutez bien, j'avais dit quoi dans la vidéo de prédiction? The Shape of Water a des décors intéressants, c'est à la Guillermo del Toro, c'est des décors assez fat, mais pas non plus les trucs les plus marquants pour un Oscar, c'est pas non plus quelque chose qui reste vraiment en tête, les décors du film. Donc si je m'étais vraiment écouté... C'était pas... En fait, c'est ça la petite astuce. J'ai cru que c'était vraiment ceux que je voulais pas avoir gagné. Mais c'est même pas ça. C'est ceux que j'estime ne pas mériter de gagner. En général. Et donc là, vraiment, c'est le film où je me suis dit, c'est lambda, quoi. Ça ne mérite rien de spécial. Et il a gagné. Quelque part, donc, ma technique, en fait, avait marché. Si je m'étais un peu plus égoté. Meilleur maquillage et coiffure étaient en compétition The Darkest Hour, Victoria et Abdul et Wonder. Certaines personnes m'ont envoyé en commentaire dans la vidéo d'avant que les prothèses n'étaient pas récompensées ou n'étaient pas évaluées pour les meilleurs maquillages coiffure. Si, les prothèses aussi sont récompensées, sinon Wonder n'aurait aucune raison d'être là, hein, parce que il y a quand même pas des coiffures extraordinaires dans Wonder, c'est juste des coiffures du quotidien, et au niveau du maquillage, c'est juste être coiffé au quotidien. Donc s'il y avait pas la prothèse, il y aurait vraiment aucune raison de le voir en sélection. Je pensais voir gagner The Darkest Hour, et c'était une nouvelle bonne prédiction, puisque The Darkest Hour a gagné, et c'est mérité. En ce qui concerne maintenant les meilleurs costumes, étaient en compétition Beauty and the Beast, The Darkest Hour, Phantom Thread, The Shape of Water et Victoria et Abdul.
J'estimais que l'Académie remettrait le prix à Phantom Thread qui avait des robes intéressantes sans être un pur divertissement lambda et de base, alors que celui de Paul Thomas Anderson c'était un truc d'artiste, etc. un peu plus élevé, et que donc il allait probablement gagner. C'est donc lui qui a gagné, ce qui fait donc ma 4e bonne prédiction dans ses victoires. Et en plus, le truc, c'est que ça avait commencé un peu avec ces prix-là, donc je pensais être parti sur une super bonne montée, et après, petit à petit, j'ai plus rien gagné jusqu'à arriver vers la fin. Donc oui, un meilleur costume, je trouve que c'est mérité, je voyais personne d'autre au niveau de la liste qui méritait de gagner quelque chose. Meilleur montage maintenant était nommé Baby Driver, Dunkerque, I, Tonya, The Shape of Water et 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. J'estimais vraiment que c'était Aitonia qui méritait de gagner, de remporter la statuette. Je n'avais même pas estimé qu'autre chose pouvait gagner, parce que c'est vraiment lui qui a le meilleur montage et qui utilise le mieux le montage pour créer plein d'effets et plein de choses. Et j'avais dit quoi? J'avais dit que c'était lequel qui méritait le moins de le gagner? Exactement? Dunkerque, il a été remonté à l'envers uniquement parce que l'autre était... Enfin, il s'est rendu compte que l'histoire passait pas du tout s'il la mettait dans le sens normal, et il est incapable de raconter quelque chose dans une narration linéaire normale qui va toujours dans le sens droit. Donc, c'est pas non plus le truc le plus recherché du monde, quoi, c'est vraiment parce que c'est son style, presque, et que parce qu'il a décidé de le faire. Et bah oui, et qui c'est qui l'a gagné? C'est Dunkerque. Parce que ça servait vraiment à quelque chose, quoi. Et vraiment, c'est le film où ça n'a aucun sens d'avoir remonté le truc à l'envers, quoi. C'est juste pour te paumer au début du film quand tu regardes le truc, quoi. Et il y a des gens qui disent « Mais non, il suffit de bien comprendre le truc et t'es pas paumé ». Je dis « Bah oui, bah bien sûr ». C'est d'une évidence même quand tu vois le truc en train de se dérouler, puis c'est nécessaire en plus à raconter cette histoire-là. Il y avait besoin de raconter ça dans le désordre, sinon ça aurait été illisible et impossible à suivre. Vous imaginez bien. Donc voilà, c'était inutile et on a récompensé l'inutile. Bravo, bravo l'Académie. Félicitations. Ensuite, le dernier Oscar technique. Meilleure photographie était nommé Blade Runner 2049, The Darkest Hour, Dunkerque, Mudbound et The Shape of Water. Je pensais que Dunkerque allait obtenir celui-ci, puisque je vous avais dit, je pensais qu'il allait obtenir plein de trucs inutiles. Et au final, celui qui l'a gagné, c'est celui qui était en fait effectivement le plus évident. C'est vrai que je dois vous avouer, je m'en suis un peu voulu après coup. En revoyant les images de Blade Runner, je me suis dit... C'est vrai que la photo est quand même vachement bien dans Blade Runner quand même. Peut-être que c'est lui qui va gagner, mais je m'attendais pas à le voir gagner parce que... Une meilleure photo, c'est une catégorie où généralement ils sont très très snobs et ils offrent pas généralement ce truc-là, un film de divertissement comme ça, qui, même si c'est du divertissement un peu plus haut de gamme que d'habitude, généralement c'est pas vraiment le genre de film à lequel ils offrent des récompenses. Mais bon, cette fois-ci, ils ont été doués de raison et ils ont offert la statuette à Blade Runner 2049 et c'est tout à fait mérité, je n'ai rien à redire, c'est mérité pour Blade Runner 2049. Ensuite, au niveau des acteurs et des actrices, maintenant, c'est marrant parce que je me rends compte que tous les ans, c'est en fait la catégorie qui vous intéresse le plus. C'est meilleurs acteurs et meilleures actrices, et je sais pas pourquoi vous êtes si fascinés par les résultats des acteurs. J'avais dit, ce serait très drôle de faire des sélections extrêmement vastes pour qu'il n'y ait que des vainqueurs blancs. Et bah devinez quoi, il n'y a que des blancs qui ont remporté les statuettes cette année, quoi. Des vieux blancs. Ou des jeunes aussi, mais... Voilà. Donc du coup, voilà, c'est un peu cocasse, je trouve. Était nommée dans le rôle de la meilleure actrice dans un rôle principal Sally Hawkins pour The Shape of Water, Frances McDormand pour 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri, Margot Robbie pour I, Tonya, Saoirse Ronan pour Lady Bird et Meryl Streep pour The Post. Je voulais que Margot Robbie le gagne parce que je trouvais que son rôle était intéressant. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est une nana dont on croit pas vraiment qu'elle puisse être une bonne actrice à cause d'origine particulière, et parce qu'elle faisait en particulier du mannequinat avant. Et elle a fait un film qu'elle a produit entièrement où le personnage est une nana dont on estime qu'elle ne mérite pas sa place et qu'elle ne mérite pas d'être reconnue comme une vraie patineuse parce qu'elle vient d'un milieu particulier, etc. Donc il y a quand même des choses intéressantes dans ces sélections. Et j'avais dit que c'était Frances McDormand qui allait le gagner parce que j'estimais que tous les acteurs que j'aimais le moins et dont j'appréciais le moins la performance allaient le gagner. Et c'est effectivement Frances McDormand qui l'a gagné, ce qui est donc ma 5e bonne prédiction. Actrice dans un rôle secondaire, Mary J. Blige pour Mudbound, Allison Janney pour I, Tonya, Leslie Manville pour Phantom Thread, Laurie Metcalf pour Lady Bird et Octavia Spencer pour The Shape of Water étaient nommés. Je pensais avoir gagné Laurie Metcalf, mais j'espérais avoir gagné Allison Janney, et à ma grande surprise, c'est Allison Janney qui a remporté le rôle. Ravi. Absolument ravi, elle est très bien dans son rôle, elle joue une nana ultra serrée et pète sec, etc. Enfin, ça marche très très bien, donc je suis ravi de cette victoire, mais c'est du coup une victoire personnelle, mais pas pour mes prédictions. Ensuite, dans l'acteur dans un rôle principal, était nommé Timothée Chalamet pour Call Me By Your Name, Daniel Day-Lewis pour Phantom Thread, Daniel Kaluuya pour Get Out, Gary Oldman pour Darkest Hour et Denzel Washington pour Roman J. Israel Esquire. Je pensais avoir gagné Timothée Chalamet dans la même logique que Frances McDormand.
Et finalement, c'est Gary Oldman. Et je voulais voir gagner Daniel Kaluuya aussi pour moi. Et finalement, c'est Gary Oldman qui a gagné. Donc en fait, quelque chose de tout à fait logique et mérité. Parce qu'effectivement, même en ayant fait tout son rôle sous une prothèse, il a incroyablement bien joué. C'est vrai qu'il est complètement sorti de sa personnalité à lui et qu'il s'efface totalement derrière le personnage de Winston Churchill. Donc il méritait tout à fait sa statuette. Et dans les acteurs dans un rôle secondaire, pardon, il y avait Willem Dafoe pour The Florida Project, Woody Harrelson pour Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Richard Jenkins pour The Shape of Water, Christopher Plummer pour All the Money in the World, et Sam Rockwell pour Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. J'avais dit que c'était celui qui le méritait le moins qu'il allait le remporter, c'est-à-dire Sam Rockwell pour son rôle extrêmement cliché du flic raciste, du redneck, paumé, agressif, etc., etc. Et donc c'est logiquement lui qui l'a gagné pour Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, amenant mes victoires totales dans ces sélections à 6 sur 20. Le prix du meilleur film Disney de l'année, ou meilleur film d'animation, mais ça ne sert à rien de dire animation vu que c'est Disney qui gagne tous les ans, était en compétition The Boss Baby, The Breadwinner, Coco, Ferdinand et Loving Vincent. Et entre un film qui révolutionne les techniques d'animation, du cinéma d'animation, qui a été réalisé pendant plusieurs années par plus de 100 personnes, et un film Disney, l'Académie estime qu'il faut récompenser un film Disney. Et je vais juste... Arrêtez-vous 5 secondes, parce que je vous sens déjà sortir les pioches et les fourches. Est-ce que vraiment Coco mérite un Oscar? C'est peut-être un très bon film, c'est peut-être un film qui vous a ému, qui vous a chamboulé à l'intérieur. Est-ce que vraiment ça mérite un Oscar de la meilleure animation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment incroyablement retourné dans ce film d'animation par rapport à un autre film d'animation des années d'avant? Le truc le plus élaboré qu'ils ont créé avec ce film, c'est qu'ils ont créé un script pour que quand le modèle 3D des personnages touche les feuilles au sol, elles s'illuminent automatiquement et qu'il n'y ait pas besoin de le faire manuellement. Extraordinaire! Enfin, c'est quelle révolution dans l'animation quand même! Non? Fallait pas le remercier, ça? C'est... Et le problème, c'est que on va dire du coup, bah oui, ils sont vendus à Disney, mais d'un autre côté, on dit qu'ils sont vendus que quand c'est des films qu'on n'aime pas qui gagnent quelque chose. Et quand c'est des films qu'on aime bien, genre Get Out, la logique voudrait qu'il l'ait pas gagné, du coup, le scénario de la meilleure adaptation. La logique voudrait également que des films d'ici soient pas nommés. Là, il y en a pas, mais le Suicide Squad l'année dernière devrait pas être nommé dans un truc de Disney qui fait Marvel. Donc, on peut aller sur ce truc-là et dire bah oui c'est Disney qui finance le truc, c'est ABC est tenu par Disney, c'est ABC qui tient les Oscars, etc. Maintenant c'est pas le diffuseur forcément qui va remettre les prix, hein, c'est juste le diffuseur, mais il faut trouver une explication quoi. Je suis désolé, c'est pas logique que Coco ait gagné quoi que ce soit dans la rubrique film d'animation. Enfin, c'est pas possible. Non, je suis désolé, non. Cela dit. J'avais dit quoi exactement à la fin des Oscars pour le meilleur film d'animation? Après, tous les ans c'est Disney qui gagne un truc, donc peut-être si vous avez Disney que ce sera Coco, mais alors franchement si c'est Coco, et bah c'était Coco. Ensuite, meilleur film étranger était en compétition A Fantastic Woman, The Insult, Loveless on Body and Soul and The Square. Et le Square. Et donc du coup, je pensais voir gagner L'Insulte, qui avait un thème assez large et sur la tolérance, l'ouverture d'esprit, etc. Et c'est Una Mujer Fantastica, A Fantastic Woman, sur donc une femme transgenre qui perd son compagnon et qui doit gérer ce deuil par la suite, qui a remporté le prix du meilleur film étranger. Pourquoi pas, mais je trouve que c'est déjà vu un petit peu ce qu'il y a dans Fantastic Woman, le cinéma occidental justement l'a beaucoup fait, le cinéma américain aussi, et du coup je m'étais dit ils vont quand même plutôt aller pour quelque chose d'un peu plus original et aller vers l'insulte, parce que ce genre de sujet, ce genre de façon d'être traité, je l'avais pas encore vraiment vu quoi. Mais bon, c'est mérité également pour Fantastic Woman. Et enfin, dans les deux dernières catégories, meilleur réalisateur et meilleur film, étaient nommés en meilleur réalisateur Christopher Nolan pour Dunkerque, Jordan Peele pour Get Out, Greta Gerwig pour Lady Bird, Paul Thomas Anderson pour Phantom Thread et Guillermo del Toro pour The Shape of Water.
J'espérais voir gagner Get Out, qui au niveau de la réalisation également le méritait. J'ai revu le film récemment, il y a des façons de cadrer par exemple et de gérer certains travelling arrière très très lents qui révèlent petit à petit des personnages qui arrivent sur le côté, des choses genre là. Enfin, il y avait vraiment une façon de filmer qui était très intéressante pour Get Out. Je pensais voir Lady Bird et Greta Gerwig gagner parce qu'elle n'avait rien fait de particulier avec son film et c'était vraiment très lambda. Non pas que c'est de la merde, mais c'était très lambda. Et ça ne méritait pas spécialement une nomination aux Oscars, c'était un film correct, mais pas un truc qui méritait d'être nommé aux Oscars. Et tu sens que c'était vraiment parce qu'ils avaient une pénurie de réalisatrices à nommer dans cette catégorie. Cela dit, pour résoudre le problème, on aurait pu nommer Patty Jenkins pour Wonder Woman. Ça peut être intéressant par exemple, et j'aurais bien vu en sélection ça pour cette année, Wonder Woman. Mais au final, la statuette est revenue à The Shape of Water et Guillermo del Toro. Je vous dis, oui, Guillermo del Toro est un bon réalisateur. Je n'estime pas que ce soit le film où ça se voit le plus dans The Shape of Water. C'est presque, on a presque l'impression que c'est un Oscar pour sa carrière plus que pour The Shape of Water en fait. Ce qui me paraît un peu con. Et enfin, pour le meilleur film, étaient nommés Call Me By Your Name, Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Phantom Thread, The Post, The Shape of Water et Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, que je pensais avoir gagné puisque c'était celui que je détestais le plus dans la liste, et au final, non. C'est The Shape of Water, dont j'avais dit qu'il ne méritait pas, encore une fois, spécialement de gagner un Oscar. Donc voilà, pour ce qui est de la remise des prix cette année, la sélection était vraiment quand même un peu space, et il y en a vraiment certains qui ont foiré certaines prédictions et certaines choses à faire. Lady Bird n'avait rien à faire ici, s'il n'y avait pas eu Lady Bird dans la sélection des actrices dans un rôle secondaire, j'aurais été plus vers mon choix à moi, parce qu'il n'y en avait pas que je détestais dans cette liste, donc il aurait suffi qu'elle soit pas là et j'aurais pas été vers elle et j'aurais eu une statuette de plus. Et il manque certains autres films de l'année qui, à mon avis, méritaient totalement d'être là. Je trouve que Le Roi Arthur, ne serait-ce que pour sa musique, aurait mérité d'être là, et il y a des films qui sont sélectionnés juste pour la musique ou juste pour une chanson ou juste pour un machin, donc on pouvait très bien le rajouter dans une catégorie comme ça. Wonder Woman aurait dû être dans cette sélection également au niveau des films de l'année dernière, c'est quand même un manquement incroyable de ne pas avoir mis ce film-là à récompenser. Mais globalement, je dois admettre qu'effectivement, la remise des prix est plutôt correcte et qu'il n'y a rien de choquant. C'est juste que je trouve ça dommage, pour certaines occasions, d'être resté dans des choses très moyennes, quoi. Pas forcément le truc qui méritait le plus dans la liste de gagner quelque chose. Mais bon. On essaiera donc de se rattraper un petit peu plus l'année prochaine, et peut-être d'améliorer un petit peu la technique et de prendre un peu plus en considération certaines réalités dans d'autres catégories, et j'espère que ça marchera mieux l'année prochaine. Du coup, j'espère que vous me retrouvez l'année prochaine et que vous avez apprécié ces vidéos, j'ai l'impression que oui, donc je m'y remettrai en priori pour l'année prochaine. J'ai du mal à faire parce que quelqu'un m'a demandé si je voulais faire pour les Césars, et le problème c'est que les Césars, généralement, une fois qu'ils annoncent la liste de films, si tu les as pas vus avant, c'est impossible de les rattraper quasi, quoi, parce qu'ils sont presque plus diffusés en salle, et si tu les trouves ailleurs, enfin, c'est vraiment de quoi t'arracher les cheveux. Donc c'est très compliqué à faire pour les Césars. Les Oscars, c'est toujours beaucoup plus pratique, mais les Césars, c'est toujours un calvaire, donc je suis pas sûr de réussir à faire la même chose pour les Césars l'année prochaine. Mais bon, c'est vrai que c'est assez rigolo, et j'espère du coup vous retrouver l'année prochaine pour les Oscars 2019, donc. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao.